Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire Finance Innovation intitulé FinTech et Freelance, une nouvelle page s'ouvre. Donc très Bonjour. rapidement, le pôle Finance Innovation est un pôle de compétitivité mondiale créé par l'État en 2007. Euh, voilà, on allie la force du label d'État au dynamisme de nos équipes, de nos membres qui sont dans grands groupes, PME, SEN, cabinets de conseil, universités, investisseurs, etc. On est garant d'un accompagnement de qualité en mettant en relation des startups, laboratoires de recherche, petites et moyennes entreprises. Donc nous, il faut savoir qu'on a maintenant plus de 600 adhérents, on organise plus de 150 événements par an. On a dépassé les 610 fintech labellisés il y a un mois ou deux, donc on est très fiers de ça. Et on a permis de créer plus de 10 000 emplois dans l'écosystème fintech français. Et on a également, les fintech labellisés par le pôle ont levé déjà plus de 1 milliard d'euros depuis la création du pôle, donc en 2007. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé par le pôle, n'hésitez pas à me contacter moi ou un de mes collègues, on vous transmettra le contact dans le chat. Concernant l'événement d'aujourd'hui, donc je suis très heureux d'accueillir nos intervenants. Donc, il faut savoir que l'événement sera introduit tout d'abord par Grégoire Leclerc, qui est président de la Fédération nationale des auto-entrepreneurs. Nous aurons ensuite Emmanuel Mahé de Nexindep et Pierre Lévy de Finstart, suivi de Jonathan Cohen d'Akazi, Julien Mouchet de Cap, pour enfin finir avec Riyad Halimi de Finfrog et Jean-Louis Kiel de Crésus. Voilà, du coup, je vous remercie d'assister à ce webinaire. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les écrire dans le chat. Il y aura une partie totalement dédiée à ça. Et maintenant, je vais passer la parole à Grégoire. Eh bien, merci Clément. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Merci de l'honneur qui m'est fait d'introduire ce petit webinaire sur la relation effectivement entre les fintech et les freelances. Et je vais vous donner un peu un focus sur l'actualité du moment qui est, comme vous l'avez compris, pas très drôle, et notamment sur la façon dont les travailleurs indépendants et notamment les auto-entrepreneurs qui sont un peu notre cible prioritaire réagissent face à la crise Covid. Alors, je vais vous présenter quand même rapidement le petit programme des 15 minutes. On va parler de la Fédé très rapidement. Je vais vous donner une photographie assez succincte de l'auto-entreprise en France, de comment elle se comportait avant la crise Covid, donc au 31 décembre 2019. Ça vous donne un peu une idée de la masse économique que ça représente. Et puis, on va vous parler enfin des mesures Covid et de la relance. Alors, la Fédé, en clair, c'est un syndicat professionnel. Donc, on a une structure juridique d'association. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on fédère 87 000 auto-entrepreneurs, travailleurs indépendants qui sont adhérents actifs de notre structure, ce qui nous donne un fort poids vis-à-vis des pouvoirs publics, des parlementaires, des ministères et des directions centrales. Je vais passer très vite là-dessus parce que ce n'est pas forcément important pour vous aujourd'hui, mais on s'est développé autour de trois grands pôles. Un pôle un peu digital autour des outils et des plateformes web qui permettent d'accompagner les créateurs d'entreprises. On en a accompagné beaucoup, à peu près 100 000 depuis le 1er janvier de cette année. Toute une palette de documents et de services qui les aident à comprendre un peu le maquis administratif, fiscal et social français et une offre de formation. Et puis, pour la petite histoire, on a écrit 3 livres au sein de la Fédé. J'en ai écrit 2 et la déléguée générale en a écrit 1. Donc, on a touché aujourd'hui 55 000 lecteurs avec ces ouvrages, dont Devenir auto-entrepreneur pour les nuls, qui est quand même très diffusé depuis maintenant 9 ans. Alors, sur les auto-entrepreneurs en France. Donc, il faut avoir en tête que la micro-entreprise, qui s'appelle aussi l'auto-entreprise, c'est absolument la même chose, c'est exactement la même chose, se développe depuis 10 ans, donc depuis le 1er janvier 2009. Au cours de l'année 2019, il y a eu 520 000 créations d'entreprises sous la forme de la micro, ce qui correspond à une croissance de 24% versus 2018, ce qui est absolument énorme. Alors, ça a été notamment boosté par l'arrivée, je rappelle, en 2019, de l'augmentation des plafonds de chiffre d'affaires autorisés, et donc a rendu possible la création d'une activité économique un peu plus conséquente, avec 70 000 euros de chiffre d'affaires possible sur les services et 170 000 sur le commerce et le e-commerce. On représente aujourd'hui, dans la micro-entreprise, 63% de la création en France. Donc clairement, si vous vous intéressez aux freelances, aux jeunes créateurs, aux activités économiques émergentes, vous ne pouvez pas passer à côté de la micro-entreprise qui représente maintenant quasiment les 2 tiers des activités créées.
Ça correspond à un stock de 1,7 million de personnes. Mais il faut avoir en tête que seulement 950 000 sont actives économiquement, c'est-à-dire que sur les 1,7 million, près de 700 000 n'ont pas encore commencé à réaliser un chiffre d'affaires positif, parce qu'elles essayent de se lancer, parce qu'elles débutent, parce qu'elles n'ont pas de projet concret, parce qu'elles ont imaginé pouvoir faire un premier business avec une ou deux personnes, une ou deux entreprises, et que finalement ça ne s'est pas décanté. Donc on a quand même, on va dire, un retard à l'allumage qui est assez important. Le chiffre d'affaires moyen est assez faible, mais ça, c'est vrai depuis 2009. Hein, ça a vraiment assez peu évolué en 10 ans. On est autour de 4 500 € par trimestre, ce qui amène un chiffre d'affaires moyen annuel entre 16 et 18 000 €, et donc un revenu qui avoisine 0,8 SMIC à peu près mensuel si on retire les charges sociales, pour un chiffre d'affaires global de 15 milliards d'euros en 2019. Sur une courbe qui a été donc produite par l'INSEE dernièrement, et c'est important quand même que vous l'ayez en tête. D'ailleurs, ces documents seront à votre disposition. On voit bien l'évolution de l'entreprise globale, donc c'est la courbe bleue supérieure, hein, l'ensemble de la création d'entreprises en France depuis 10 ans. Et on voit bien la part donc des micro-entrepreneurs après correction, donc c'est la courbe verte, non pas en pointillé, mais la courbe verte classique, qui prend une part absolument prépondérante dans cette création d'entreprise. Pour ceux qui avaient suivi quelques statistiques depuis 4 ou 5 ans, vous avez vu qu'il y a une correction qui a été appliquée par l'INSEE il y a quelques mois et qui, en fait, revoit très fortement à la hausse les publications statistiques de ces dernières années. Donc, vous voyez, globalement, par exemple, la micro-entreprise était sous-évaluée de 150 000 créateurs, alors que l'entreprise individuelle, elle, était surévaluée de 150 000 créateurs. Donc, globalement, il y a un vaste communicant qui s'est produit entre l'entreprise individuelle et la micro-entreprise. Tout ça reste des entrepreneurs individuels et qui sont souvent d'ailleurs dans des activités de freelance. Sur les aides Covid. Donc, sur les aides Covid, le gouvernement a déployé un panel assez large de dispositifs. Alors là, je les ai tous mis. Donc, vous avez l'ensemble des 13 dispositifs mis en œuvre par le gouvernement au cours de cette crise économique, qui vont évidemment du Fonds de solidarité, qui est le plus connu, donc plafonné à 1 500 € par mois, en passant par les aides rendues par les organismes de protection sociale, notamment la Sécurité sociale des indépendants et la CIPAV, en allant jusqu'à un certain nombre d'aides plutôt fiscales, notamment les plans de règlement aux impôts ou la suspension du paiement de la CFE ou la modulation du taux de prélèvement à la source, mais aussi le prêt garanti par l'État, prêt avec garantie de l'État, qui, chez les travailleurs indépendants, n'a pas rencontré de succès réel, puisqu'on considère que 1% des entrepreneurs individuels ont eu recours au PGE aujourd'hui. Ces aides ont été consommées de manière assez disparate par la population. Sur la durée de la crise, ils ont quand même été nombreux à bénéficier du Fonds de solidarité. 81% des travailleurs indépendants ont bénéficié de cette aide. Comme je vous le disais, 1% ont bénéficié, par exemple, de la suspension de la CFE ou de la modulation du prélèvement à la source ou du prêt garanti par l'État. 3% sur le prix garanti par l'État. 13% des travailleurs indépendants n'ont bénéficié de rien. Alors, ce qui est assez logique aussi dans la mesure où certains cumulent avec du salariat, une retraite ou la fonction publique, et auquel cas étaient à peu près exclus de tous les dispositifs. Comme vous le voyez quand même, les deux dispositifs qui sont très sollicités après le Fonds de solidarité, c'est l'aide financière exceptionnelle, soit de la CIPAV, soit du CPSTI, et les délais de paiement auprès de l'URSSAF, puisque jusqu'à il y a encore quelques jours, il n'y avait pas d'exonération de cotisation sociale. Ce qui amène d'ailleurs un certain nombre d'entrepreneurs individuels à se retrouver face à un mur de dette au cours de l'automne, puisqu'ils vont devoir payer les cotisations non réglées pendant la crise, mais aussi payer les cotisations de l'automne. Sur la relance, enfin, alors, je vais vous présenter quelques graphiques instructifs à notre avis. Donc, d'abord, vous donner un peu un point de méthodologie. Au sein de la Fédé, on travaille sur la base d'une enquête de conjoncture mensuelle que nous réalisons mois par mois sur un échantillon de 4000 répondants que nous redressons ensuite sur les quotas
et sur les implantations géographiques. Là, je vous présente les résultats de l'enquête du 6 et 7 octobre. Donc, c'est une enquête très récente qui permet de mesurer quand même un certain nombre de choses, et notamment la reprise de l'activité après les vacances. C'est un peu le point dur, c'est-à-dire qu'on avait pendant le confinement une grande certitude sur le fait que ça allait s'écrouler. On savait que ça reprendrait peu pendant l'été, et ce qu'on avait vraiment envie de mesurer, c'était la reprise du mois de septembre. Bon, sur la reprise du mois de septembre, d'abord, vous dire que 69% d'entre eux ont pu reprendre une activité, mais elle est toujours ralentie. Donc, ce qu'on a vraiment voulu creuser, c'est dans quelle mesure elle est ralentie. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'elle est très ralentie. C'est-à-dire que la relance ne vient pas chez les travailleurs indépendants. Et comme je le mets en synthèse, 68% des auto-entrepreneurs font en septembre un chiffre d'affaires inférieur à la moitié de la valeur nominale. Et là, on parle de septembre. On parle de septembre, on ne parle pas de l'été. Donc, c'est des populations qui n'ont pas véritablement repris. On voit d'ailleurs dans la distribution que près de 23% n'ont fait aucun chiffre d'affaires. Et qu'on arrive quand même à 40% qui sont entre 10 et 30% de leur chiffre d'affaires nominal, ce qui montre que la relance ne vient pas. Et ce, d'ailleurs, qu'on se focalise sur les travailleurs indépendants de manière générale, sur les micro-entrepreneurs de manière particulière, ou même, si on fait un focus encore plus resserré, sur les micro-entrepreneurs qui n'ont pas d'autres activités, c'est-à-dire qui ne cumulent pas avec du salariat ou une retraite. Autre point important qui est ressorti dans cette enquête, qu'on a voulu creuser en détail, c'est que le paysage est uniforme. Contrairement à ce qu'on entend souvent, il n'y a pas de secteur vraiment gagnant et de secteur vraiment perdant. En réalité, quelles que soient les activités économiques, l'activité ne repart pas, avec bien sûr trois secteurs un peu plus privilégiés, un peu plus favorisés quand même, avec la santé, les services à la personne et les services de traduction à l'interprétariat qui s'en sortent un peu mieux, souvent parce qu'ils sont dans des activités très rattachées à l'activité juridique ou à de la santé, qui sont quand même deux secteurs qui se portent bien. Mais en revanche, tout ce qui est conseil, prestations IT, marketing, commerce, transport, sont des activités qui sont parmi les plus pénalisées, avec des niveaux de reprise de chiffre d'affaires qui sont inférieurs à 25% sur ces secteurs-là. Sur la projection à court terme, donc on est sur une projection Q4 2020. On n'a pas interrogé encore les travailleurs indépendants sur la projection 2021 parce que c'est un peu tôt et que clairement les gens sont dans un flou assez épais qui fait qu'on a du mal à se projeter plus loin. On a donc une projection court-termiste qui est pessimiste, voire très pessimiste, avec 72% des travailleurs indépendants qui estiment qu'ils seront en dessous de la moitié de leur chiffre d'affaires de référence sur le 4e trimestre. On le voit sur la courbe. Alors, il y a quand même un petit sursaut de projection positive autour des 50%, quand il y a quand même quelques-uns qui se disent je vais essayer d'atteindre quand même la moitié, mais globalement, la projection est assez mauvaise sur le 4e trimestre. Alors, c'est toujours comparé soit au 4e trimestre 2019, soit aux 12 derniers mois de référence. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire concernant du coup la projection de la relance. Elle est pas bonne. Ça nous appelle, alors je vais conclure avec ça, ça nous appelle à agir de manière assez forte face au gouvernement. On a réussi à obtenir ces derniers jours que le Fonds de solidarité soit réouvert sur les activités qui sont, sur les zones géographiques qui sont soumises au couvre-feu, mais ça ne suffit pas, puisque comme je vous l'ai vraiment montré dans cette slide-là, le paysage est vraiment uniforme, quelle que soit la région et quelle que soit l'activité. Et donc, on essaye de secouer un peu à la fois les parlementaires et le gouvernement sur une réouverture générale du Fonds de solidarité d'ici Noël, enfin jusqu'à Noël, pour essayer de sauver un minimum de travailleurs indépendants. La projection qu'on a faite avec les indicateurs de la Banque de France et de l'ACOS nous amène à dire que si le fonds n'est pas réouvert, on devrait voir 250 000 à 300 000 radiations d'activité d'ici la fin du premier trimestre, puisque les gens qui commencent à radier ou qui vont radier ne le feront pas systématiquement dans le 4e trimestre, mais peut-être aussi au premier trimestre 2021. Voilà, donc clairement, il y a un enjeu économique assez fort et on espère que le gouvernement va nous écouter là-dessus.
Voilà, j'en ai terminé. Merci beaucoup, Grégoire. Bah, écoutez, merci pour cette présentation réaliste de la situation. Merci beaucoup. Nous allons donc maintenant passer à Emmanuel Mahé et Pierre Lévy de Nexindep et Finstart. Alors, j'avais coupé vos micros, donc hop, Pierre, n'hésitez pas à vous démuter du coup. Emmanuel, bonjour et bienvenue. Pierre, Bonjour. bonjour et bienvenue. Et du coup, je vous laisse Bonjour. la parole. C'est à vous. Alors bonjour à tous. Merci Grégoire pour la présentation initiale qui est pas qui est pas très optimiste, je dirais. Enfin en tout cas qui peut peut-être nous ramener à ce que j'ai vu comme le sujet essentiel de ce webinaire, qui est quel est le rôle des fintech finalement dans le boom des freelances et surtout en ce qui nous concerne. Pierre et moi et puis les autres intervenants par ailleurs sur le comment et en quoi nous pouvons accompagner les indépendants dans leur recherche de mission notamment parce que c'est quand même le nerf de la guerre, hein, le départ de tout, c'est la possibilité de trouver des missions, et c'est donc ce que nous faisons chez Nexindep. Alors, juste pour vous donner un petit peu de background, Nexindep, c'est une société qui a été créée par mon associé Olivier Lecoquil il y a une dizaine d'années déjà, et nous sommes spécialisés dans l'intermédiation entre les clients du secteur financier, les banques, les assurances, les asset managers, et les consultants indépendants qui sont experts métiers ou spécialistes en gestion de projet. Donc on fait ça depuis pas mal de temps. C'est suite à une première partie de carrière qui nous a fait connaître ces métiers, soit en tant qu'opérationnel, soit aussi en tant que consultant indépendant. Donc on a un petit peu vu les différents aspects de ce qu'il faut faire, les travers et les difficultés que peuvent rencontrer les consultants indépendants. Et c'est ce qu'on essaye de faire chez Nexindep, d'accompagner tous ces consultants à trouver des missions et aussi leur éviter un certain nombre d'écueils pour ceux qui se lancent dans cette démarche. Pour ça, nous avons aussi, il y a quelque temps déjà, en 2017, conçu une plateforme qui s'appelle Nexoris. Alors, j'ai pas voulu faire une présentation avec des slides, mais on pourra vous les partager par la suite. Donc Nexoris, c'est une des nombreuses plateformes qui existent dans le secteur, mais qui est aujourd'hui spécialisée sur les domaines que j'ai évoqués. Et l'idée, ça a été aussi de qualifier le sourcing des compétences. Donc on a vraiment travaillé là-dessus pour pouvoir offrir les compétences pertinentes au bon moment aux clients qui nous demandent de les trouver. Donc cette plateforme, elle a été labellisée par Finance Innovation en 2018. Et donc on continue à la développer et à faire en sorte que petit à petit notre réseau grandisse et qu'on puisse répondre de manière de plus en plus systématique et générale à l'ensemble des demandes, qu'elles émanent du côté client ou du côté des consultants, puisque nous avons les deux types de clients finalement. Aujourd'hui, Nexoris, c'est un réseau de consultants qualifiés de plus de 800 personnes et une centaine de missions en cours chaque jour. Donc c'est quelque chose qui commence à prendre bien forme. Et nous allons continuer et probablement nous développer dans d'autres secteurs que celui qui est celui que nous connaissions à l'origine, qui est celui du secteur financier. Donc le sourcing de mission, c'est pour moi la première chose avec laquelle nous pouvons aider les consultants indépendants.
Il y a aussi la notion d'accompagnement que j'évoquais précédemment pour les gens qui se lancent dans ce métier. Donc, on passe beaucoup de temps sur ce qu'on peut appeler une activité de conseil, hein, expliquer comment s'y prendre, quels sont les différents intermédiaires. On peut aussi les aider à valoriser leurs prestations, que ce soit en tant que freelance pur. Par ça, je veux dire soit gérant de SARL, par exemple, soit auto-entrepreneur, hein, commençons par là, auto-entrepreneur, gérant de SARL, président de SASU, ou aussi salarié et consultant en portage salarial. Donc ça, c'est quelque chose que nous faisons beaucoup, hein. Il n'y a pas que les aspects digitaux, on met aussi beaucoup d'humains au cœur de l'intermédiation. Et puis il y a aussi une activité à laquelle on n'avait pas forcément pensé au début, mais qui est de plus en plus importante dans notre business model, qui est celui du portage commercial. Et ça, c'est pour les gens qui ont déjà une capacité, les consultants qui ont déjà une capacité à trouver leur mission seuls. Mais comme vous le savez peut-être, il est pas souvent facile de passer en direct avec les plus gros clients notamment. Et donc, comme nous sommes référencés chez pas mal de clients, nous offrons aussi ce service qui permet aux consultants indépendants qui ont trouvé leur mission de contractualiser leur mission. Et puis, dernier point, puis je vais passer la parole à Pierre, et puis on pourra échanger ensuite. Un aspect important de l'aide que nous pouvons apporter aux consultants indépendants et aux divers clients, qu'ils soient finaux ou ESN, c'est un certain nombre de partenariats qu'on peut mettre en place pour soit sourcer des compétences quand certains clients ou ESN n'en trouvent pas. Donc là, on peut les aider. Donc c'est quelque chose sur lequel on travaille aussi beaucoup aujourd'hui. Très bien. Pierre, je te passe la parole. Oui, merci beaucoup Emmanuel. Mais au fond, je crois que la présentation de Feedstart, c'est en fait notre start-up que nous avons lancée il y a quelques mois sur le même domaine, mais avec une spécialisation pour les consultants indépendants en finance, comptabilité, risque et conformité. Donc, des métiers qui continuent à être en forte demande sur le marché. Et pour lesquels aujourd'hui les entreprises n'ont plus nécessairement envie d'embaucher. Il se trouve que les exigences de reporting sont de plus en plus élevées et il y a de plus en plus de consultants indépendants qui se mettent sur ce marché. À peu près 20% du conseil dans ces domaines-là est réalisé soit par des indépendants, soit par des consultants de micro-cabinets ou qui sont dans des formules de type indépendant. Donc, aujourd'hui, le problème numéro 1 auquel nous essayons de répondre, c'est effectivement de les aider à trouver des missions dans ces domaines, puisque, comme l'a dit Emmanuel précédemment, quand on est indépendant, se faire référencer dans les grandes entreprises à titre personnel, c'est extrêmement difficile. Donc, ça, c'est notre travail, jour après jour, de faire le tour de ces entreprises pour ouvrir la porte aux indépendants et leur permettre de travailler à travers notre plateforme. Et la deuxième chose, c'est le paiement, puisque en tant qu'indépendant, une des problématiques, c'est de se faire payer rapidement par les entreprises qui, dans le secteur financier ou d'autres, payent, mais avec des délais qui sont souvent très importants. Et donc, nous avons mis en place un système qui permet, à la fin de chaque mois, de régler les indépendants en 3 jours et donc de leur assurer ainsi une trésorerie beaucoup plus agile que celle qu'ils pourraient avoir eux-mêmes. C'est un service qui fonctionne bien également. Alors, on est plateforme puisque aujourd'hui, on pense qu'avec des coûts structures de type plateforme, on peut proposer aux indépendants une plus grosse marge que lorsqu'ils sont portés par les cabinets traditionnels, donc qu'ils gagnent mieux leur vie. Et effectivement, on est concentré sur le fait de les accompagner pour les aider à trouver du business. Et encore plus aujourd'hui, où comme nous l'a montré la présentation précédente, ça devient critique de pouvoir redévelopper son chiffre d'affaires indépendamment de la crise. Une bonne chose sur les sujets finance, comptabilité, risque et conformité, c'est que le volume d'activité est indépendant du chiffre d'affaires du client. Il y en a de plus en plus et les exigences de réglementation de tous les organismes
sont de plus en plus importants. Donc, cette charge de travail-là, elle ne diminue pas. Donc, voilà ce qu'on essaye de faire. Et effectivement, vous pouvez aller nous consulter sur FinStart. Le principe du business est gratuit pour les indépendants, donc s'inscrire sur la plateforme est gratuit. C'est gratuit pour les entreprises également de venir sur la plateforme et nous nous rémunérons sur le volume d'affaires qui est réalisé par les consultants indépendants de notre plateforme avec les clients que nous avons prospectés. Voilà en quelques mots le mode de fonctionnement. Et je dirais, c'est très bien qu'il y ait des organismes qui aillent discuter avec les pouvoirs publics pour essayer d'accompagner les indépendants. Nous, on a l'angle du business, c'est-à-dire d'aider les indépendants en complément à trouver du business auprès des clients et à être rémunérés rapidement. Voilà en quelques mots l'objet de FinStart. Donc, on est dans le même domaine que celui qu'Emmanuel, avec une approche verticale peut-être légèrement différente, parce qu'on ne travaille pas uniquement avec les banques et assurances, mais ça reste un gros secteur pour ces sujets finance, comptabilité, risque et conformité néanmoins. Oui, et puis comme je l'évoquais tout à l'heure, donc tout ça, ça nous permet un certain nombre de collaborations. Et je ne sais pas si Clément, vous souhaitez déjà introduire les intervenants suivants, mais je pense que FinStart, tout comme Nexoris, nous mettons aussi en relation nos consultants indépendants avec un certain nombre de fintech qui sont spécialisés aussi dans l'accompagnement des consultants indépendants et qui peuvent leur fournir un certain nombre de services qu'on a pu évoquer, hein, que ce soit des experts comptables, des personnes qui vont leur permettre d'avoir accès à des cotations d'assureurs, RC Pro, mutuelle santé, prévoyance ou autres à bon prix, l'accès à un comité d'entreprise, par exemple, hein, pour un consultant indépendant, c'est en gros pas très facile, mais il y a des gens qui font ça. Des garanties de loyer, enfin, il y a un tas de choses qui font que on arrive à un écosystème de solutions qui permettent d'accompagner la communauté des consultants indépendants. Oui, en fait, l'idée, c'est que le consultant indépendant puisse reconstruire un système comme un salarié, avec l'ensemble des services auxquels peut avoir accès un salarié dans un environnement d'indépendant. Donc, d'où les partenariats, effectivement, qui complètent très, très bien les services que nous proposons les uns et les autres. Oui, effectivement. Non, non, on est largement dans les temps, donc si vous voulez développer, n'hésitez pas. Si vous avez des questions dans le chat, surtout n'hésitez pas non plus, hein, nos intervenants sont également là pour ça. Voilà, donc Emmanuel, Pierre, si vous avez quelque chose à ajouter, surtout n'hésitez pas. On a encore quelques minutes avant de passer à nos intervenants prochains. Donc. Je crois que vous pouvez consulter nos sites finstart.io. Mon associé est effectivement Grégoire Corcos, qui lui-même a démarré sa carrière en tant qu'indépendant aussi, et donc connaît bien la méthode. Et moi-même, j'ai fait ma carrière dans la technologie. Et donc, on a cette idée de digitaliser le conseil à travers ces plateformes qui sont, je pense, l'avenir pour les consultants et la possibilité, tout en respectant leurs besoins, d'accéder à plus de volume d'affaires qu'aujourd'hui. Je vous mets le slide. On peut travailler, question de Pierre-Yves, on peut travailler avec plusieurs plateformes. Les indépendants par nature sont indépendants, donc ils n'appartiennent à personne. Et donc, ils ont la possibilité d'aller effectivement s'enregistrer sur les différentes plateformes qui correspondent à leur expertise et de par le fait d'avoir maximisé leurs chances de trouver des missions. L'idée n'est pas non plus, les indépendants nous disent, on ne souhaite pas être sur 36 000 plateformes parce qu'après suivre tout ce qui se passe, c'est plus compliqué, mais les quelques plateformes qui correspondent réellement à leur spécialité, ça leur apportera un plus dans la recherche de business.
Oui, c'est un point très important, hein. C'est aussi en ça que j'évoquais la notion de partenariat. Donc, nous, c'est quelque chose que l'on dit systématiquement aux consultants indépendants. On va vous offrir un certain nombre d'opportunités, mais mettez-vous en relation avec d'autres partenaires de confiance. J'insiste sur ce terme de confiance, hein. Il faut faire aussi attention à certaines pratiques dans le domaine, mais en tout cas en multipliant ces chances, on va arriver à trouver quelque chose, et non, nous n'avons pas une exclusivité. Tous les gens qui sont sur notre plateforme peuvent travailler avec d'autres partenaires. Ce qui est très très important, cependant, c'est d'être très clair sur les positionnements pour éviter les situations où un CV pourrait être présenté par diverses sociétés, diverses plateformes à un client sur le même sujet. Ça, il faut être très vigilant là-dessus et on y fait très attention aussi. Parfait. Merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Emmanuel. Du coup, je pense que c'est assez clair et nous allons passer du coup à notre second duo de la matinée, qui sont donc Jonathan Cohen d'Akazi et Julien Mouchet de Cap. Alors tous les deux sont ici. Pareil, je vous avais muté, donc n'hésitez pas à démuter vos micros et bienvenue à tous les deux. Merci, bonjour. Ok, donc je commence avec Akazi, Julien parlera après. Écoute, merci à tous d'être présents. Merci à Grégoire pour l'introduction sur la fédération des entrepreneurs et sur le constat qui a été fait et qu'on partage et qu'on voit aussi de notre côté. Et merci à Emmanuel et Pierre pour cette introduction sur les partenariats qui peuvent être faits avec différents acteurs de l'écosystème, parce qu'en fait c'est exactement pour ça que j'ai lancé Akazi. Je suis expert comptable de formation et le constat qui a été fait à l'époque, c'était que sur le secteur des freelances indépendants, toute activité juridique confondue, toute forme sociale confondue, donc de la micro-entreprise à la société URL SASU, il y avait des experts comptables traditionnels sur ce marché, effectivement, mais il n'y avait pas un acteur entièrement digitalisé qui permette d'intégrer aussi tout un écosystème de fintech, d'outils utilisés par les freelances indépendants. Et donc, en association avec des développeurs, des data scientists, on a développé une plateforme permettant l'automatisation de la comptabilité pour les freelances indépendants. Encore une fois, quelle que soit la forme juridique. Donc, ça a nécessité un certain nombre d'années de développement pour arriver vraiment à réellement automatiser la comptabilité. Et si on rentre dans le détail, pas justement faire de la comptabilité de trésorerie, c'est-à-dire juste analyser la banque et faire des plus et des moins. C'était vraiment offrir un service global qui permette d'anticiper un prévisionnel de trésorerie pour que ce soit les micro-entrepreneurs assujettis à la TVA ou les sociétés qui sont à l'IS ou à la TVA, permettre de suivre l'ensemble des flux qui vont être décaissés par la suite. Pour ça, on a dû s'interfacer avec tout un écosystème de banques, de néobanques, que sont par exemple Conto ou Shine. Et l'idée, c'est de partir du principe que les freelances indépendants ne doivent pas passer du temps sur cette partie administrative et doivent avoir un service, on va dire, global qui leur permette effectivement de suivre en temps réel toute leur trésorerie, toutes ces échéances fiscales, sociales, juridiques, tout en ayant une offre d'expertise comptable associée. Donc, c'est-à-dire que dans notre outil Akazi, vous avez également, à partir du moment où vous avez pris l'abonnement correspondant, toutes les déclarations fiscales et comptables qui sont prises en charge par nos services. On a lancé officiellement Akazi, on va dire début 2019. On a un peu plus de 1000 utilisateurs aujourd'hui sur notre plateforme, toutes formes juridiques confondues, avec une grosse croissance effectivement ces derniers mois, parce que crise oblige, un certain nombre de personnes se lancent en tant qu'indépendants. Et donc, il est toujours un peu plus facile de trouver, en passant notamment par des plateformes, des missions en tant qu'indépendant, que de trouver un emploi salarié, c'est dans l'air du temps. Et donc, on voit effectivement que surtout notre plateforme, merci Claire, effectivement, je vois que Claire aussi est une utilisatrice d'Akazi. On voit effectivement que tous ces freelances indépendants utilisent énormément de solutions dans le domaine des fintech, insurtech ou autres. Il y a vraiment un collectif qui se met en place et un certain nombre d'outils
qui est utilisé. Et l'idée, nous, notre démarche, c'est d'être complètement ouvert auprès de tous ces acteurs-là également, d'être complètement intégré en API avec tous ces outils pour, encore une fois, partir du principe qu'un indépendant ne doit pas se concentrer sur cette partie-là. Il y a des outils pour les utiliser. On a été labellisé au pôle Finance Innovation en 2019 également. On va sortir des nouveaux développements, des nouveaux outils. Notamment, on va sortir, c'est en lien avec l'open banking et la DSP2, la partie initiation de paiement, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous verser un salaire ou payer vos fournisseurs directement depuis la plateforme Akazi. Ça, c'est des choses qui vont être mises en œuvre. On va faire évoluer aussi également notre offre micro-entreprise. Donc pour l'instant, c'est encore confidentiel, mais avec un avantage pour un certain nombre de nos partenaires qui va être très important. On va permettre aussi également de sécuriser la partie devis, facturation avec de la signature électronique. C'est quelque chose qui nous était demandé par un certain nombre de nos utilisateurs dans le cadre de la signature de leur contrat de différents prestataires, pour ceux notamment qui ne passent pas par des plateformes et qui ne peuvent pas bénéficier de cette partie sécurité du chiffre d'affaires. Voilà, l'idée d'Akazi, encore une fois, c'est d'agréger tous les services possibles utilisés par les freelancers indépendants. Encore une fois, pour qu'ils puissent se concentrer uniquement sur leur mission, leur formation et aussi également du temps personnel, parce que c'est important. Je passe la main à Julien qui va présenter ses solutions également. On est un peu sur le même créneau, on va dire sur la partie administrative, financière, assurance, avec un service dédié aux indépendants. Merci beaucoup, Jonathan. Et effectivement, j'apprécie beaucoup le travail que tu fais pour les indépendants. Je crois que ce que l'on peut dire au préalable de tout ça, c'est que la tendance d'évolution du marché, c'est que un plus grand nombre des personnes actives qui auparavant étaient salariés vont devenir aussi travailleurs indépendants. Je crois qu'il y a 35% des actifs aujourd'hui qui a une immatriculation travailleurs indépendants, et la tendance, c'est que ça arrive vers 50%. Et donc, tout l'écosystème qui est proposé pour faciliter et permettre en fait à un indépendant de faire son métier et non pas de faire d'abord le métier d'administratif et de gérant d'entreprise, eh bien, c'est quelque chose qui est vraiment nécessaire à cette nouvelle organisation du travail et du marché et de la société. Chez CAP, on a démarré en 2016, on a été labellisé Finance Innovation en 2018. Merci à Pierre et Peter Elias de nous avoir accompagnés pour ce travail-là. CAP, c'est quelle assurance pour les particuliers et les entreprises, et on avait pour vocation au démarrage et depuis le premier jour d'apporter de la transparence dans un métier qu'est l'assurance, qui est très opaque. Et en fait, très rapidement, on s'est concentré sur la verticale de la santé, plus exactement sur la verticale de l'accès à la santé, parce qu'il y a un besoin de fonds qui est un besoin de transparence. Donc, on propose un outil d'aide à l'achat d'un contrat d'assurance santé. Vous savez, on a ce constat général qui est que l'assurance est hyper complexe et chacun des assureurs va définir lui-même comment il va fonctionner sur un marché qui est en fait très, très simple. C'est rembourser des frais de soins en complément de la sécurité sociale. Et donc, en fait, on traduit tout contrat en 24 heures aujourd'hui et en automatique d'ici 12 mois avec un outil d'IA que nous sommes en train à qui on apprend en fait à comprendre un contrat d'assurance santé. On traduit dans un format normalisé tous les contrats de manière à dire entre plusieurs contrats quel est le plus adapté. Et puis on contextualise ce contrat-là par rapport au profil de dépenses des personnes. Quand on est un travailleur indépendant à Paris et qu'on a 25 ans, on n'a pas les mêmes besoins que quand on est travailleur indépendant en province, en Bourgogne, et qu'on a 60 ans. Mais pour autant, c'est pas à nous bénéficiaires de nous adapter au contrat, c'est au contrat de prendre en charge nos besoins pour leur ensemble. Et donc, en fait, on permet, par ce comparatif, de vérifier comment le contrat va se comparer et va s'adapter aux besoins que l'on a. La deuxième thèse, c'est que finalement, les meilleurs contrats d'assurance sont sans doute les contrats les plus mutualisés. Et très rapidement, en 2016, à la création d'entreprise, on s'est rendu compte qu'en assurance santé,
eh bien, il y avait pratiquement plus de contrats vraiment mutualisés. Donc, on a créé Covers. Covers, c'est un contrat qui adresse l'ensemble des profils, l'ensemble des âges, l'ensemble des lieux d'habitation de chacun de nous, l'ensemble de nos statuts professionnels, de manière à ce que l'on n'ait pas à réduire le choix en fonction de ce que nous propose un assureur par rapport à notre profil. Et donc, le contrat Covers mutualise l'ensemble des profils que nous sommes chacun dans nos différentes phases de vie, dans nos différents métiers, dans nos différents lieux d'habitation. Du coup, en fait, ce contrat Covers, on l'a mesuré avec le comparateur dont je parlais tout à l'heure. Ce contrat est plus économique de 20% en moyenne et plus généreux de 50% en moyenne de capacité de remboursement par rapport à nos profils de dépenses. Et c'est un contrat qui est rentable. C'était un pari très compliqué à tenir en amont quand on l'a créé en 2016 et qu'on a lancé les premiers clients et la commercialisation en 2017, parce que c'est à l'inverse de l'évolution des assureurs. Et aujourd'hui, on a un partenaire qui s'appelle la MGD, la Mutuelle Générale de la Distribution, qui a investi à nos côtés, qui a fait le pari qu'un contrat pleinement mutualisé est un contrat pleinement performant. Du coup, on arrive aujourd'hui à se dire que puisque l'ensemble des profils est adressé par ce contrat-là, en fait, on se rend compte à quel point il est performant et pertinent également pour les travailleurs indépendants et les entreprises. Parce que vous savez, en fait, dans la partie administrative, Jonathan et Pierre tout à l'heure et Emmanuel tout à l'heure l'évoquaient également, il y a une complexité qui est de savoir, finalement, pour exercer mon métier, qui est d'être graphiste, par exemple, je suis quoi? Je suis travailleur indépendant, je suis travailleur salarié, je suis gérant, mais gérant, quel est mon régime social? Et finalement, en fonction de ces éléments-là, je vais avoir accès à des contrats très différents les uns des autres. Alors Covers, en fait, il adresse notre besoin de santé indépendamment de notre statut social. Et en fait, il est éligible lorsqu'on est un pur particulier, lorsqu'on est travailleur indépendant et qu'on peut avoir le bénéfice de la loi Madelin, donc de la déduction fiscale de nos cotisations, et lorsqu'on est salarié ou que l'on a des salariés qu'on voudrait pouvoir leur proposer ce même contrat. Donc, un contrat mutualisé qui adresse tout le monde. Mais c'est aussi une chose, c'est que vous savez, si on a les moyens finalement de pouvoir financer sa santé, une autre problématique, c'est est-ce qu'il y a encore un médecin dans la salle? Est-ce qu'il y a encore un médecin disponible pour que je puisse le consulter et quand j'en ai besoin? Et donc, en fait, on a ajouté une garantie en nature, en fait, dans le contrat, qui s'appelle Covers e-santé. C'est la médecine augmentée, c'est une plateforme d'accès à la santé qui permet de consulter quand on en a besoin, qui permet de s'informer, d'avoir un avis médical quand on en a besoin, qui permet de se soigner et qui permet d'accéder à la prévention et de prendre soin des siens, bien évidemment en débordement de son médecin référent quand on en a encore un, bien évidemment en complément de l'offre de soins qu'on a dans son quartier ou dans son village ou dans sa ville. La médecine augmentée, c'est en fait agréger d'abord 3 métiers dans la santé, que sont d'une part la télémédecine, c'est quelque chose de classique aujourd'hui, mais qui est marginalement satisfaisant dans la façon dont il est adressé pour le moment. C'est la télémédecine à laquelle on ajoute en fait de la santé connectée, c'est-à-dire des dispositifs médicaux qui permettent à un indépendant depuis chez lui de prendre un certain nombre de constantes vitales et de cette façon-là, en fait, avec son médecin à distance, de pouvoir avoir des conditions de consultation qui se rapprochent des conditions de consultation qu'il aurait en présentiel avec son médecin. Et donc, il va avoir beaucoup plus de chances, beaucoup plus de probabilités d'avoir un diagnostic pertinent et performant et d'avoir la livraison de ces médicaments avec nos services qui viendront en même temps. Mais la médecine augmentée, elle inclut également le médecin virtuel, ce qui est le 3e service essentiel à la médecine augmentée. Le médecin virtuel, en fait, il a été créé il y a plus de 30 ans par le docteur Loïc Etienne, qui est un médecin urgentiste, qui a fait travailler 300 ou 400 de ses confrères médecins pour dire quand un de tes clients patients a cette plainte, qu'il exprime ce symptôme-là, quelle est la succession des questions que tu poses pour arriver à quel diagnostic.
Et du coup, en fait, cet assistant médical qui peut être utilisé par le bénéficiaire, vous et moi, en autonome, pour nous dire qu'est-ce que c'est que ce symptôme que j'ai, et ou qui peut être utilisé par le médecin et en préparation de la consultation à distance ou en présentiel, cet outil-là, il évite au médecin d'oublier de poser des questions. Il évite aussi aux patients d'oublier d'exprimer un symptôme ressenti. Et de ce coup, en fait, on se rend compte que les diagnostics qui sont proposés avec le médecin virtuel sont plus pertinents en moyenne, puisqu'ils ont en fait une pertinence de 85%, lorsque le médecin seul, de son côté, dans son cabinet, a une pertinence à 75%. C'est normal. Pour tout un tas de raisons auxquelles on peut penser ensemble. Mais voilà, la médecine augmentée, c'est de pouvoir avoir la meilleure pertinence du diagnostic, c'est avoir la meilleure pertinence de l'accès au médecin et d'avoir la meilleure pertinence de consultation et de téléconsultation à distance dans les conditions de surtension d'accès à la santé, dans les conditions de désert médical dans lesquelles on est confronté. Et clairement, mettre à la disposition, à travers un contrat d'assurance santé, ce service en nature pour chacun des bénéficiaires, et quand on est travailleur indépendant, qu'on est seul ou qu'on est une famille, c'est quand même ultra rassurant de se dire que on n'a pas besoin de se poser des questions de comment je vais accéder au médecin. Lorsqu'on a la possibilité d'aller voir tout de suite la question, la réassurance médicale, c'est des conditions, c'est des conditions de déstresser, les conditions dans lesquelles on travaille au quotidien. Donc cette proposition qu'on a faite avec CAP, avec ce produit, avec cette mutuelle Covers, cette plateforme d'accès à la santé, Covers e-santé, c'est pour lever les barrières d'accès à la santé, les barrières qui sont l'assurance santé, c'est cher. Effectivement, on a constaté, et ça s'est accéléré depuis la généralisation de la mutuelle dans l'entreprise, et c'est un paradoxe, mais ça me semble complètement évident, on a aggravé le nombre de personnes qui n'ont pas de mutuelle parce que les mutuelles coûtent de plus en plus cher depuis ce moment-là. La barrière d'accès, c'est l'opacité, c'est-à-dire je suis pas sûr d'acheter ce dont j'ai besoin, et globalement, ce que j'ai acheté est décevant, donc je vais changer régulièrement. La barrière d'accès, c'est est-ce qu'il y a encore un médecin dans la salle, sachant que il y a 3 Français sur 5 qui ont renoncé à des soins pour des raisons de sous-densité médicale et ou pour des raisons de ne pas pouvoir financer sa santé. Il y a 1 Français sur 2 qui n'a plus de médecin référent, ce qui est une situation gravissime dans un pays dont le système de santé repose sur le médecin référent. Il y a 1 médecin sur 2 qui, de toute façon, n'a plus les moyens de prendre de nouveaux patients parce qu'il a une salle d'attente une patientèle beaucoup trop dense pour qu'il puisse le faire. Et donc, en fait, la promesse, elle est bien de pouvoir se dire transparence, mutualité et agréger tous les talents des développeurs de MedTech qui ont créé en fait ces services exceptionnels dont je vous parlais tout à l'heure, qui permettent en fait à chacun de nous, quelle que soit notre situation de famille, notre situation financière et là où on habite, d'accéder à la bonne information, à la bonne consultation, à la bonne prise en charge quand il le faut. Youssef, vous posiez la question, est-ce que votre présence est uniquement en France? Aujourd'hui, nous sommes en fait une mutuelle qui fonctionne pour l'essentiel en complément de la sécurité sociale pour les régimes français. Nous développons la solution au premier euro également, c'est-à-dire pour des étrangers qui viennent en France ou pour des Français qui vont à l'étranger. Et nous sommes en train de travailler avec des partenaires à l'implantation à l'international. Merci de votre question, j'apprécie. Voilà, Clément, voilà Jonathan, merci de ce temps. J'espère que j'étais dans celui que tu m'avais confié, Clément. C'était parfait. Merci Julien. Jonathan, un dernier mot peut-être? Oui, je peux juste finir pour effectivement rappeler que j'en ai pas parlé, mais effectivement on ne fait uniquement que des freelanciers indépendants, ce qui nous permet cette spécialisation sur cette verticale et d'avoir cet outil qu'on a développé
qui agrège tous les services financiers, d'avoir une comptabilité en temps réel. Ça nous permet aussi également, j'en ai pas parlé, mais de proposer un tarif unique, quel que soit le volume de chiffre d'affaires, d'activité. Il n'y a pas de petite étoile avec un bilan qui pourrait arriver à la fin d'année ou autre, etc., et qui est à 99 € par mois. Globalement, on est parmi les offres les moins chères du marché. Et enfin, en fait, on a aussi une offre d'accompagnement pour tous les freelances indépendants qui veulent se lancer, où on offre complètement la création d'entreprise. On participe même et on sponsorise des frais légaux pour tous les utilisateurs qui voudraient nous rejoindre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on va accélérer sur cette partie-là, où on a développé une brique similaire à ce que font Legal Start et Captain Contrat, dédiée aux freelances indépendants pour leur permettre de créer, avec des partenariats avec des banques également, une entreprise avec un cabis disponible, ouverture de compte bancaire en moins d'une semaine, tout compris. Voilà pour finaliser notre offre et ce que Akazi permet grâce à effectivement toutes les technologies et tout ce que nous permet la déréglementation des SP2 ou autres, d'offrir au secteur des freelances indépendants. Très belle plateforme. Parfait. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup, Jonathan. Merci beaucoup, Julien. Vu qu'on a 2-3 minutes d'avance sur les prochaines interventions, Pierre, je vois qu'il y a une question à laquelle vous avez partiellement répondu dans le chat, mais peut-être que vous voulez le faire en vocal par rapport à FinStart. Non, en fait, non. C'est les questions de Gérard et Edgary. Merci d'être allé vous inscrire. Aujourd'hui, on contacte directement les indépendants en fonction des missions qu'on a et des profils qu'ils ont postés. Et bientôt, les missions seront visibles sur la plateforme. C'est un développement technique qu'on est en cours de réalisation. Donc, vous êtes inscrits, vous serez contactés à très court terme s'il y a quelque chose qui se présente et si bientôt ce sera visible. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Jonathan, du coup, vous avez répondu à la question. Oui, je réponds. Parfait, c'est en temps réel, c'est formidable. Alors du coup, nous allons passer à au prochain duo avec Riyad Halimi de FinFrog et Jean-Louis Kiel de Crésus. Alors Jean-Louis Kiel a des problèmes de connexion, en fait, il essaie de se connecter depuis tout à l'heure, mais apparemment sa connexion est assez mauvaise, donc là il réessaye. En attendant, Riyad, peut-être je vous propose de commencer votre présentation et puis on passera à Jean-Louis ensuite, si ça vous convient. Très bien, merci Clément. Vous m'entendez bien? Ouais, très bien. Parfait. Écoutez, moi je vais présenter rapidement FinFrog et puis aborder donc le troisième question de ce webinaire, qui est la question du financement des freelances, du financement des indépendants. FinFrog, c'est une fintech qui propose des microcrédits qui vont jusqu'à un montant de 600 €, des microcrédits remboursables en 3 ou 4 mois, et qui sont octroyés via une demande en ligne qui se fait en moins de 5 minutes et une réception des fonds qui se fait en moins de 24 heures. Je vais reprendre en fait pour vous expliquer l'utilité de FinFrog pour les freelances, quelques chiffres qui ont été cités par Grégoire Leclerc en début de présentation. Globalement, on a donc à peu près 1,7 million de freelances qui ont le statut d'auto-entrepreneur en France, dont 1 million d'actifs. Et surtout, ce qui est fondamental, c'est de comprendre la structure de revenus, donc une structure qui est aléatoire et mise en difficulté par la crise que l'on traverse. Et comme le disait Grégoire, un revenu moyen qui est inférieur au SMIC, donc 0,8 SMIC en moyenne de revenus pour ce million d'actifs auto-entrepreneurs en France. Donc ces chiffres ils sont importants. Pourquoi? Parce que le gros du besoin de financement pour les freelances qui gagnent finalement 0,8 SMIC vont être des petits financements, soit de trésorerie, soit pour faire face à des dépenses imprévues, avec un besoin de décaissement urgent des fonds. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que historiquement, en fait, la structure de crédit et l'octroi de crédit en France était soit centrée autour du CDI, donc lorsque vous êtes particulier, historiquement, les banques ont prêté à des actifs qui disposaient d'un CDI, soit lorsque vous êtes une entreprise, les banques ont historiquement prêté à des entreprises qui disposent de
2 voire 3 bilans. Or, la difficulté pour les freelances, c'est que la plupart sont récemment installés dans leur activité et que l'accès au financement est très restreint pour ce type de population. Donc, ce qu'on a mis en place avec Finfrog depuis à présent 4 ans, c'est la possibilité en fait de financer des auto-entrepreneurs, des freelances. On a été, à ma connaissance, en fait, le premier acteur à ouvrir le crédit à des auto-entrepreneurs qui disposaient en fait de moins de 3 bilans, moins de 3 années d'exercice. Et on a établi des partenariats avec un grand nombre de plateformes. Alors, je vais en citer quelques-unes, notamment Brigade, Frishti, Deliveroo, Uber Eats, avec qui on a introduit depuis plus de 4 ans maintenant la possibilité en fait de financer les freelances affiliés à ces plateformes pour faire face à des besoins du quotidien. Donc typiquement, les demandes qu'on va avoir, ça va être un photographe indépendant qui a besoin de réparer son matériel, ça va être un freelance qui s'affilie à une plateforme de livraison qui a besoin d'acheter son vélo, ça va être un auto-entrepreneur qui possède un food truck et dont le four tombe en panne et qui doit remplacer dans l'urgence. Donc finalement, Finfrog arrive à financer ce type de population grâce à des algorithmes qu'on a développés et grâce, on l'a déjà évoqué un petit peu plus tôt dans le webinaire, aux possibilités offertes par la DSP2, puisque dans le parcours de demande de crédit, on va demander de manière sécurisée aux freelances qui font une demande chez nous la possibilité de se connecter à leur compte bancaire pour obtenir les 3 derniers mois de transaction, ce qui va nous permettre de formuler une opinion sur la capacité ou non de Finfrog à financer le besoin. Donc voilà, si vous voulez, nous, comment on intervient en fait sur le financement des freelances. Deuxième élément que je voulais aborder, en fait, c'est la conjoncture et en fait la difficulté pour les freelances, y compris d'accéder aux aides qui ont été mises en place par l'État pendant la crise. La grande difficulté qu'on a ressentie, et ce sont des fintechs qu'on connaît bien, avec qui on est régulièrement en discussion, c'est que la plupart des freelances, finalement, ont ouvert des comptes auprès de néobanques qui donc proposent des services très performants de compte courant, mais qui n'ont pas encore l'habilitation pour faire du crédit. Donc, pour citer les principales, ça va être Shine, ça va être Conto. Donc, on s'est retrouvé pendant la crise avec un grand nombre de freelances qui, n'ayant un compte que dans ces néobanques, n'ont pas pu bénéficier du dispositif de prêt garanti par l'État, précisément parce que les néobanques en question n'avaient pas le statut d'établissement de crédit et n'ont pas pu accompagner ce type de population. Et comme vous le savez, pendant la crise, il n'était pas possible en fait d'ouvrir un compte pour demander un PGE. Les banques ont besoin d'avoir un certain nombre d'historiques et de connaissances clients avant de pouvoir octroyer le PGE. Donc on a une situation qui est véritablement difficile pour ces populations. Nous, notre conviction, et ça a fait l'objet d'ailleurs d'une tribune commune et co-signée dans l'opinion avec Grégoire Leclerc, président de la FNAE, c'est que dans ce contexte, en fait, c'est effectivement le rôle de l'État de soutenir les acteurs privés dans le financement spécifique des auto-entrepreneurs. Et encore une fois, ne nous détrompons pas, les auto-entrepreneurs sont éligibles ou étaient éligibles aux prêts garantis par l'État. Mais par contre, c'est un dispositif qui a été très largement conçu plutôt pour des PME, ETI, grands groupes avec des montants de financement plus élevés que ceux dont on parle. Encore une fois, rappelons-nous qu'avec un revenu moyen de 16 000 à 18 000 euros par an, l'ordre de grandeur en fait du besoin financier éligible au PGE pour les auto-entrepreneurs, c'est maximum 3 000 euros. Et donc finalement, notre conviction, c'est que des dispositifs tels que le microcrédit sont adaptés pour soutenir les freelances dans ce contexte. Il existe des structures soutenues par l'État, notamment le Fonds de cohésion sociale, dont pourra parler Jean-Louis, qui propose précisément des microcrédits. Donc, toute notre conviction, c'est que donc pour financer les entrepreneurs et les freelances dans ces temps difficiles, il faut
une intervention de l'État. Donc là, on partage le point de vue de Grégoire Leclerc là-dessus, avec l'appui d'acteurs privés comme les fintechs, qui de plus en plus sont en train de se mobiliser pour financer les freelances. Voilà en quelques mots les grandes idées que je souhaitais partager avec vous. Clément, je vous repasse la parole. Je ne sais pas si Jean-Louis a réussi à se connecter dans l'intervalle. Alors non, malheureusement, il n'y parvient pas. Il était connecté tout à l'heure et là il me dit que la connexion est très mauvaise et qu'il ne parvient pas à se connecter malheureusement pour faire son intervention. Alors, ce qui va poser quelques problèmes évidemment. Bon alors du coup, si vous avez des questions dans le chat pour Riyad ou les autres intervenants, n'hésitez pas pendant qu'on essaie de régler ça. Mais là, j'ai bien peur que ça soit un petit peu compliqué d'avoir Jean-Louis ce matin, manifestement. Hop. Alors, je vous rappelle que l'intégralité du webinar sera disponible en replay hein, dès la fin de ce dernier. On le publiera également sur les réseaux sociaux de Finance Innovation, donc vous pourrez retrouver tout ça et le communiquer autour de vous, si ça vous a plu, bien entendu. Non, bah du coup, j'ai bien peur qu'on n'ait pas Jean-Louis ce matin. Si un de vous a un mot à dire peut-être, une conclusion, n'hésitez pas. Si Riyad, vous voulez poursuivre l'intervention, vous avez carte blanche également, mais Non, écoutez, alors moi alors c'est effectivement dommage que Jean-Louis soit pas en mesure de se connecter. Alors je vais pas prendre la parole à sa place, mais peut-être dire en deux mots que Crésus est une association que l'on connaît bien chez Finfrog et avec qui on a de nombreuses discussions et de nombreux partenariats. C'est une association vers qui on oriente en fait certains des dossiers que nous ne sommes pas en mesure de financer. Et Crésus est très actif, notamment sur les thématiques de retour à l'emploi et finalement d'orientation de populations qui se retrouvent soit au chômage, soit sans emploi, vers le statut de freelance et d'auto-entrepreneur. Et je pense que c'est un bon exemple également de coopération entre l'univers des fintechs, des startups et l'univers associatif et l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a finalement toute une série de convictions et d'actions qui se rejoignent à bien des écarts. Il est vrai que chez Finfrog, en fait, on porte en fait cette ambition sociétale en fait qui est de rendre le financement et le crédit accessible au plus grand nombre. On constate effectivement que notre mission rejoint à bien des égards la mission d'acteurs associatifs tels que Crésus. Voilà ce que je peux en dire sans préempter le discours de Jean-Louis, mais pour dire en deux mots en fait les interactions qu'on peut avoir chez Finfrog avec ce type d'acteurs et d'associations. Mais je vous repasse la parole, Clément, pour nous amener vers soit des questions-réponses, soit la conclusion du webinaire. merci Riyad. Alors, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, on y a répondu un petit peu au fil du webinaire finalement, donc ça a dû un petit peu écrémer. Hop. Ouais, non, j'ai bien peur pour Jean-Louis, ça soit compliqué. Alors du coup, une question pour Julien. Je vous laisse répondre éventuellement sur le nom de la plateforme de médecine augmentée. Le nom de la plateforme de la médecine augmentée, c'est Covers e-santé. Covers, K-O-V-E-R-S, e-santé, E-S-N-T. Voilà. Merci et donc, beaucoup. Elle est accessible aujourd'hui en freemium pendant la crise sanitaire. Clément, puisque tu m'ouvres cette question, je me permets Oui, je t'en prie, vas-y. d'indiquer en fait 3 cas d'usage de cette médecine augmentée et pourquoi elle a été pertinente et performante par rapport à une simple téléconsultation. Un premier cas d'usage avant la crise sanitaire, une personne en fait
je voulais vous avouer, c'est un cas d'usage personnel, c'est ma femme, qui a été une des premières utilisatrices de l'outil. Elle s'est retrouvée toute seule à la maison un dimanche pendant que j'accompagnais les enfants faire leurs études à Paris pendant la grève de la SNCF. Et une fois arrivée à Paris, ma fille me dit, écoute, je suis pas censé te le dire, mais maman me dit qu'elle est aux urgences, rien de grave. Évidemment, je fais demi-tour, j'arrive aux urgences, et ce qui s'était passé, c'est que ce qu'elle avait ressenti comme étant gênant toute la journée est devenu douloureux peu après qu'on soit parti. Et donc, retrouvée seule, elle appelle SOS médecin. SOS médecin lui dit, Madame, vous habitez 3 kilomètres trop loin, je ne pourrai pas prendre votre appel, je ne pourrai pas venir vous consulter, appelez les urgences. Et les urgences lui disent, Madame, écoutez, on vous recommande de venir consulter demain, mais là, effectivement, si vous pensez que vous avez besoin de venir aux urgences, on vous laisse le choix de vous déplacer ou pas. Et donc, elle se demande, mais finalement, je dois y aller, je dois pas y aller, je me sens vraiment pas bien, c'est vraiment douloureux. Et elle se rappelle qu'elle est cliente de Converse e-santé, elle utilise le médecin virtuel qui lui propose un pré-diagnostic qui lui dit tout de suite passer un coup de téléphone au médecin en ligne. Le médecin en ligne confirme le pré-diagnostic et conclut à on organise votre prise en charge d'urgence à l'hôpital auprès d'un urologue. Et l'urologue à l'hôpital lui dit écoutez, il était temps que vous veniez, encore 1 heure, et votre infection urinaire devenait réversible. Et effectivement, si elle avait suivi les urgences, le lendemain, elle aurait, dans le meilleur des cas, perdu uniquement un rein. Et il suffisait en fait d'un antibiotique pour faire passer le mal. Et il suffisait aussi d'avoir la disponibilité médicale pour dire quand il le fallait, il faut pas consulter un médecin. Est-ce que c'est une consultation programmée ou une téléconsultation programmée ou d'urgence qu'il faut organiser? Et ça, c'est parce qu'il y avait le télémédecin qui s'est appuyé sur le médecin virtuel qui a permis en fait la pertinence de cette prise en charge tout de suite. Le deuxième cas d'usage, c'était pendant la crise sanitaire, c'était au début de la crise sanitaire. Une personne avec laquelle je travaillais, alors ce sont 3 cas d'usage que j'ai la liberté de vous dire aujourd'hui, c'est du secret médical en principe, mais ces personnes m'ont dit tu peux décrire ces utilisations qu'on a eues de ton service. Et donc, cet ami qui devait travailler avec nous à distance, le jeudi 19 mars, donc juste après le confinement, me dit, écoute, je suis obligé d'annuler notre réunion de travail à distance. Je pense que j'ai attrapé le Covid-19 et je me sens pas bien. Et donc, j'ai essayé de contacter mon médecin qui me dit en province, vous avez vraisemblablement le Covid-19, effectivement, mais ne venez pas me voir, ça va passer tout seul. C'est pas la peine de risquer d'infecter mon cabinet. Appelez les urgences. Les urgences lui répondent à peu près la même chose. Effectivement, vous avez vraisemblablement le Covid-19, mais restez chez vous, ça passera tout seul. C'est pas la peine de transformer notre hôpital en cluster du Covid-19. Et du coup, je lui dis, mais tu es pas seulement un ami, tu es aussi un assuré de Covers et tu bénéficies de Covers e-santé. Regarde comment ça marche. Le médecin virtuel conclut à, effectivement, il y a toute probabilité que ce soit le Covid-19, mais soyez en relation tout de suite avec le médecin en ligne. Le médecin en ligne organise une téléconsultation immédiatement et à la suite de la téléconsultation, une ambulance 1 heure plus tard était devant la maison de cette personne. Il est arrivé aux urgences qu'il avait refoulées dans un premier temps et il est arrivé dans les pommes aux urgences, c'est-à-dire qu'en fait c'était le dernier moment où il fallait qu'il soit pris en charge pour que ce soit une prise en charge efficace. En fait, ce qu'avait décelé également le médecin virtuel, c'est qu'il avait eu antérieurement un accident cardiaque et qu'il faisait partie des personnes particulièrement fragiles au Covid. Troisième cas d'usage, c'est on est à la fin de la crise sanitaire et puis un couple de personnes retraitées avec lesquelles on interagit également dans cette association caritative. On travaille avec eux régulièrement pour organiser la prise en charge des personnes accueillies. Et puis, ils sont, comme c'est un couple retraité, plutôt âgé, avec une certaine fragilité médicale, mais de santé, en fait, ils ont scrupuleusement respecté les consignes de précaution sanitaire. Ils n'ont vu personne. Et tous les approvisionnements de la maison étaient livrés et faisaient l'objet d'une décontamination. Et on est au mois de mai, 2 mois après le début du confinement, et ils nous disent ça y est, Jean-Louis a attrapé le Covid-19, c'est vraiment un gros truc.
Et on leur dit, mais c'est pas possible, il ne peut pas avoir été infecté par le virus, il est en confinement intégral. Utilisez l'outil dont vous disposez en étant assuré, et le médecin virtuel conclura, il ne s'agit vraisemblablement pas du Covid-19, mais le diagnostic est d'une autre nature. On vous conseille d'être tout de suite en relation avec le médecin. Le médecin à distance confirme le diagnostic, fait prendre en charge une fois encore en fait en urgence la personne. Et en fait, il était en train de faire des accidents cardiaques, les uns après les autres, un, deux ou trois petits, légers, mais il n'empêche qu'il fallait qu'ils soient pris en charge tout de suite, et ça donnait des symptômes comparables à celui du Covid-19. Donc en fait, là, je vous décris des services d'urgence qu'a pu délivrer cette médecine augmentée. C'est un niveau incontournable qu'on doit pouvoir délivrer, mais c'est aussi un usage de prévention dans le temps. Et finalement, ce que l'on veut proposer comme écosystème pour les travailleurs indépendants, pour les entreprises, pour les retraités, puisqu'après avoir travaillé, on a des grandes vacances, eh bien, c'est de pouvoir avoir une espérance de vie en bonne santé qui rejoint l'espérance de vie. Je vous rappelle qu'on a une espérance de vie qui a dépassé les 80 ans, une espérance de vie qui est de 87 ans. Et donc, en fait, on voudra faire en sorte, à travers l'accès généralisé à la santé, de vivre en bonne santé le plus longtemps possible et donc de travailler en prévention. Et c'est ce que propose également, dans sa phase de maturité, l'écosystème Coversi Santé. Merci Clément pour ce temps de parole supplémentaire. Merci Julien pour cette réponse précise Merci. et imagée. Pierre, Emmanuel, peut-être un mot de conclusion avant de rendre l'antenne du coup. Oui, peut-être. Enfin, il y a un sujet qui est pas forcément lié au fintech strictement directement, mais pour l'accompagnement des consultants indépendants, il y a la possibilité du portage salarial, qui est quelque chose que nous faisons aussi et qui est vraiment une solution technique très flexible et qui peut être intéressante pour les gens qui débutent, qui ont été habitués à être salariés ou d'autres. Peut-être un point sur lequel réfléchir, et si les gens qui participent à ce webinaire ont des questions, on peut leur répondre là-dessus aussi. Oui, non, je dirais que ce métier d'indépendant est de plus en plus en développement, c'est sûr, et il se structure de plus en plus avec des services qui les aident. Et c'est le moment effectivement de se poser la question quand on est salarié, est-ce que effectivement on peut mieux gagner sa vie et être plus libre en étant indépendant? Je pense que c'est une vraie question. Indépendamment de la situation économique, parce que si on voit à plus long terme. Et deuxièmement, sur des créneaux où vous avez une expertise réelle, il y a du business, il y a des affaires à faire et il y a des clients qui les cherchent. Donc, je pense qu'il faut avoir confiance dans ses capacités et dans l'écosystème qui est autour de ce métier d'indépendant. Il est de plus en plus organisé et structuré. Emmanuel parle de différentes formules d'être indépendant. On peut aussi être porté. Enfin, les formules de participation à l'écosystème sont variées. Donc, consultez les personnes qui travaillent dedans. Vous aurez certainement des bonnes surprises et des bonnes réponses si vous n'êtes pas encore indépendant. Merci beaucoup, Pierre. Julien, peut-être un mot de conclusion? Oui, un grand merci. Mais... Oui, un grand merci pour cet honneur. Je crois qu'effectivement, on a tous pu témoigner de ce que l'agilité que l'on peut avoir à être travailleur indépendant est exceptionnelle, de ce que cette agilité est tellement amplifiée par la magie du digital qu'on exploite aujourd'hui, ce que l'on a tous pu voir pour l'administration, pour l'accès au crédit, pour les plateformes, pour les statuts, pour l'accès à la santé, c'est quelque chose dont on aurait rêvé il y a 10 ans, 15 ans et qui sont aujourd'hui possibles. Et puis, merci aussi à Finance Innovation, si je peux appuyer sur ce point-là, de rendre toutes nos innovations et toutes nos structures lisibles à l'extérieur et de leur donner la chance d'exercer des synergies entre elles. Merci beaucoup, Julien. Et donc, du coup, peut-être Riyad, le mot de la fin du webinaire. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à ajouter sur tout ce qui s'est dit, mais...
Non, je pense que finalement c'est tout un écosystème en fait qui est en train de se construire autour des freelances. Je pense que avec l'émergence de ce nouveau mode de travail, en fait, on a de profonds changements sociodémographiques en fait qui sont à l'œuvre en France et que ça appelle en fait tout un écosystème et toute une évolution. Donc, je pense que finalement, ce qui est positif malgré les temps difficiles que les freelances vivent, c'est que il y a tout un écosystème en fait de services qui sont en train de se constituer pour à la fois accompagner les freelances et aussi recréer un certain nombre d'amortisseurs, puisque rappelons-le, les freelances en fait sont les premiers à subir en fait les contre-coups économiques. Donc finalement, à travers ce webinaire aujourd'hui, on voit finalement la diversité, la structuration de cet écosystème, en fait, tout le maillage qui est en train de se créer autour de ce pan de l'économie qui va représenter maintenant une partie significative de l'économie française et de la population active. On a encore une fois 2 millions de freelances quasiment par rapport à 40 millions d'actifs. Donc on ne peut pas se permettre de ne pas investir et de ne pas construire un écosystème autour de cette population qui devient de plus en plus présente et active dans l'économie française. Voilà Clément pour... Parfait. Merci, merci beaucoup Riyad. Merci infiniment à tous nos intervenants, du coup également Grégoire et Jonathan qui ont dû nous quitter un peu plus tôt. Merci beaucoup à tous d'avoir assisté à ce webinaire sur les freelances. Bon voilà, une situation assez réaliste, mais pas dénuée d'espoir malgré tout. Et puis avec des intervenants comme ça, on a toute confiance dans la situation des freelances pour les années à venir. Merci à tous. N'oubliez pas donc que l'intégralité du webinaire sera disponible sur cette page dès la fin de ce dernier et également sur le YouTube de Finance Innovation dès cet après-midi. Merci à tous et à très bientôt. À très bientôt, merci. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir.